Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, Les mythes de la Grande Armée. C'est un ouvrage collectif dirigé par Thierry Lenz et Jean Lopez qu'on ne présente plus et il est publié chez les excellentes éditions Perrin. Très souvent, dès qu'on touche à Napoléon, à la Grande Armée, deux légendes s'affrontent, la légende noire et la légende dorée. Alors oui, on peut être passionné en histoire à condition de ne pas tomber dans l'anachronisme, de ne pas oublier le contexte et surtout de transformer les légendes, qu'elles soient dorées ou noires, en vérité historique. Un Napoléon adulé par ses grognards, avec une armée méritocratique, invincible, etc. Et de l'autre, un Napoléon tyran, despote, nouveau Néron, Robespierre à cheval, qui n'a que mépris pour la science et les innovations technologiques et scientifiques, également un mépris pour ces millions de morts, etc. Non, il faut apporter de la clarté et de la pédagogie, raison pour laquelle Jean Lopez et Thierry Lenz ont réuni, je cite, un commando de spécialistes incontestables pour passer au crible une vingtaine d'affirmations parmi les plus célèbres et les dépoussiérer dans des contributions aussi vivantes que riches en révélations. Effectivement, c'est un exercice salutaire qui permet de renouveler l'histoire napoléonienne. Alors Thierry Lenz ouvre cet excellent livre, étude avec Jean Lopez par une présentation générale. Ensuite, il se livre à un excellent prologue pour expliquer le rôle de la Grande Armée dans le contexte politique et géopolitique des années 1800. Antoine Roverchon, très intéressant, Napoléon ignorait toute chose de la mer. Alors, je ne vais pas tous les citer, je vais vous dire que les titres. Hein. La descente en Angleterre ne pouvait pas réussir. Je pense qu'elle pouvait réussir. La grande armée vit sur le pays. Ah, là aussi, à vérifier. Napoléon a démontré son infaillibilité militaire. C'est plus compliqué que cela. La guerre de mouvement met fin à la guerre de siège. Alors ça, bien évidemment que non. On parle souvent de la guerre de mouvement, mais la guerre de siège n'est pas terminée. C'est une contribution d'Antoine Reverchon. Napoléon, ennemi du progrès, bien évidemment que c'est faux. Patrick Bouet également, l'empereur contrôle tout. C'était impossible à l'époque avec les moyens techniques et technologiques d'alors. Par contre, c'est vrai qu'il savait beaucoup de choses. Et je pense également à Fouché, le très grand ministre de la police, qui avait des mouches partout, qui avait un vrai réseau d'informateurs dans toute la France et un petit peu dans l'Empire, qui également était au courant des moindres nouvelles. Napoléon est un dur pour ses grognards. Chaque soldat a un bâton de maréchal dans sa giberne. Davout, le meilleur des maréchaux. Alors c'est vrai, quand on parle des maréchaux d'Empire, on cite souvent Davout, parce que général invaincu, exigeant avec maréchal invaincu, exigeant avec lui-même et avec sa troupe. On cite aussi souvent Lannes, Masséna. Euh, on cite également dans une moindre mesure Suchet. Alors, Napoléon avait dit de Suchet, s'il avait eu deux maréchaux comme Suchet en Espagne, il aurait pu conquérir l'Espagne et la garder. Donc, c'est toujours compliqué de savoir quel était le meilleur maréchal d'un point de vue militaire, mais c'est vrai que très souvent, Davout ressort très souvent des études ou de cette. Il ressort souvent comme première réponse lorsqu'on parle des meilleurs maréchaux. Quels sont les meilleurs maréchaux? Et très souvent, Lannes, avec sa proximité avec l'empereur, oui, Masséna, je l'ai dit. À titre personnel, j'aime bien Bessières, commandant de la cavalerie de la garde. On cite également Murat. Enfin voilà, chacun se fera son avis. Chacun a déjà probablement son avis. Dites-moi pour vous en commentaire quel était le meilleur maréchal de Napoléon. La cavalerie charge au galop, sabre au clair. Là aussi, Napoléon recherche la bataille décisive. Contribution intéressante qui m'a quelque peu étonné. On en reparlera ensemble à l'occasion lors d'une émission en direct. Le blocus continental ne pouvait pas marcher. Je pense, argument historique à l'appui, qu'il pouvait marcher. Ça s'est joué à pas grand-chose pour que l'Angleterre soit en très très grande difficulté financière et qu'elle connaisse la déroute. Ah oui, très important. La guerre napoléonienne préfigure la Première Guerre mondiale dans sa brutalité, très, très intéressante. L'école anglo-saxonne dit que oui.
Je vous laisse découvrir la réponse du contributeur qui est Stéphane Béraud. La ligne anglaise était supérieure à la colonne française. La guerre finance la guerre de Pierre Brandat. Napoléon, le dévoreur de la jeunesse française. Je rappelle que la population de la France entre 1800 et 1815 gagne 1 million de personnes. La bataille se gagne à la baïonnette. La garde impériale d'une troupe de choc. Alors là aussi, j'aimerais avoir un ouvrage historique, universitaire, scientifique sur la garde impériale, parce qu'on en dit beaucoup de choses. Je pense aux mémoires de Coignet, le capitaine Coignet, si mes souvenirs sont bons. Et sur la garde impériale, là aussi, il y a beaucoup de légendes noires, légendes dorées. 1812 préfigure 1941 par Jean Lopez, hein, avec son excellent Barbarossa. En Russie, Napoléon a été vaincu par le général Hiver. Oui et non, là aussi c'est un peu plus compliqué. L'auteur dit plutôt que non, mais la dimension climatique est également à prendre en compte. Après, Napoléon reste trop de temps à Moscou, comme vous le savez. La campagne de 1814, un chef-d'œuvre. C'est souvent ce qui est retenu, cette fameuse campagne de France. Je viens de finir un livre sur Clausewitz où Clausewitz explique que les Alliés ont commis beaucoup d'erreurs en 1814, erreurs tactiques, stratégiques, raison pour laquelle Napoléon les a rossés plusieurs fois. Et dernière contribution, Napoléon pouvait gagner la bataille de Waterloo par Thierry Lenz. Là aussi, contribution très intéressante. Je renvoie à mes travaux sur la bataille de Waterloo, victoire française et ses conséquences. Exercice intellectuel très intéressant. Vous me direz également ce que vous en pensez. Ce qui est certain, c'est qu'à 18h, Wellington prie pour que la nuit arrive au bleu de chair. C'est-à-dire qu'à 18h, la bataille était quand même très, très, très mal engagée pour l'armée anglaise, hollandaise, germanique, alors que les Prussiens étaient déjà sur notre aile droite depuis 16h30. Donc, bon, on va pas refaire l'histoire, mais c'est sûr que si à 18h, avec les Prussiens sur notre aile droite, depuis à peu près 1 heure, Wellington était déjà en danger ou en sursis, qu'est-ce qui se serait passé si Blücher n'était pas intervenu sur notre droite et que tous nos soldats sur la droite pour contenir les Prussiens s'étaient lancés dans la bataille au centre ou sur l'aile droite française, donc l'aile gauche anglaise? Qu'est-ce que ça aurait pu donner? En tout cas, voilà, on ne va pas refaire l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et ce que j'aime toujours dans ces ouvrages collectifs, bon, déjà, il y a plusieurs thèmes qui sont évoqués. Et surtout, vous voyez, à la fin, c'est toujours les biographies, voilà, les biographies sélectives qui nous permettent de creuser le sujet qui a été évoqué dans le chapitre qu'on vient de terminer. Donc c'est vraiment un très bon ouvrage, c'est une lecture facile avec des vrais, comment dire, avec des vrais spécialistes. Les amateurs les passionnés de Napoléon en apprendront beaucoup, faut le dire, parce qu'il y a quand même des légendes tenaces qui sont gravées dans le marbre, qui sont gravées dans le marbre. Et ce livre permet justement de les débusquer, de les démonter, de les dépoussiérer, hein, disons-le clairement. Donc, non, non, j'ai vraiment aimé ce livre-là. J'attends un livre vraiment sur la garde impériale. Et pour le moment, je vous conseille celui-ci, Les mythes de la Grande Armée, livre collectif sous la direction de Jean Lopez et de Thierry Lenz chez les excellentes éditions Perrin. Je le redis, en histoire, pas d'anachronisme, pas de sentimentalisme, pas de romantisme, les faits, seulement les faits, en toute impartialité. Et je crois que l'exercice est réuni dans cet ouvrage qui, sans nul doute, fera date. Les mythes de la Grande Armée, sous la direction de Jean Lopez et de Tullard chez Perrin. Lisez-le, vous ne le regretterez pas. Et quand vous l'aurez lu, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt et vive l'empereur!